Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, mercredi 17 mai avec vous jusqu'à 10h pour commenter l'actualité, tenter de se mettre d'accord autour de cette table. Aujourd'hui, Christian de Villeneuve, bonjour, journaliste politique, vous avez dirigé de nombreuses rédactions de journaux. C'est intéressant d'avoir votre expertise aussi aujourd'hui sur le climat politique. Jean-Baptiste Moreau ne devrait pas tarder à arriver, ancien député, ancien agriculteur et consultant indépendant. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Bonjour Alexandre. Valérie. David Marguerite, vice-président de la région Normandie et président de l'agglomération du Cotentin. Bonjour à vous. Évidemment, l'actualité, c'est l'agression du petit-neveu de Brigitte et Emmanuel Macron. Oui, je dis Brigitte et Emmanuel Macron parce qu'on a tendance à dire le neveu de Brigitte Macron. Mais si votre neveu et le neveu qui est du côté de votre famille est agressé, c'est aussi votre neveu. Une indignation à deux vitesses, c'est ce que disent les députés, la France insoumise et une certaine partie de l'opposition. C'est la journée de lutte contre l'homophobie et surtout les 10 ans du mariage pour tous. Et puis nous aurons la décision de justice, vous l'avez entendu dans le journal, décision de justice concernant Nicolas Sarkozy. Commençons décidément par vos coups de cœur et vos coups de gueule. David, on va commencer avec vous, David Marguerite. Ça concerne un sujet qui est aussi dans l'actualité et qui a évoqué ce matin Marine Tondelier, qui était l'invitée de Patrick Roger, le nucléaire. Oui, le nucléaire et le projet de loi qui a été définitivement adopté hier sur la relance du nucléaire. Alors c'est à la fois un coup de cœur et on est un peu à mi-chemin aussi avec le coup de gueule. Coup de cœur parce que moi, je me réjouis de voir qu'enfin la raison est revenue. On a un pays qui était exportateur, qui produisait de l'énergie décarbonée à bas coût. Et il a fallu une crise énergétique finalement pour prendre conscience de cette réalité et de revenir à la raison. 6 réacteurs nucléaires en plus, c'est probablement insuffisant, c'est probablement tardif, mais c'est quand même le signe, me semble-t-il, d'un recul d'une forme d'idéologie écolo-extrémiste sur ce sujet. Et je le rappelle, et c'est là où il y a le coup de gueule, c'est qu'on a sacrifié les intérêts de la France sur l'autel d'accords électoraux en 2015 avec les fameux 50%. C'était absurde à l'horizon 2035, avec le plafond de la production électrique lié au nucléaire. Bon voilà, moi je trouve que aujourd'hui on a une filière qui a beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup de dégâts du fait de ces accords. Et pas d'entretien, mais les dégâts, ils vont bien au-delà. Ils vont aussi, me semble-t-il, sur la fierté de l'excellence de la filière nucléaire, les difficultés de recrutement, des ingénieurs en particulier. Alors, je suis issu d'un territoire qui est très nucléaire. Il y a 13 000 personnes dans le Cotentin qui travaillent dans la filière nucléaire. On a le nucléaire heureux, on est très fiers de notre filière nucléaire, très fiers de ce qu'elle a apporté à la France, à son indépendance, au fait qu'on puisse accéder, je le disais, à une électricité, une énergie à bas coût. Je pense qu'on peut avoir sur ces questions des discours équilibrés qui soient déconnectés justement de la passion des accords électoraux. On a un territoire aussi, nous, on fait du mix énergétique, du mix électrique, avec des éoliennes offshore à condition qu'elles soient loin des côtes et qu'elles viennent pas non plus dégrader nos paysages. Voilà, et puis une filière nucléaire dont on assume l'excellence. Donc oui, c'est un pas hier qui a été fait avec ce texte adopté. C'est un consensus large et là, oui, il y a une forme de coup de cœur que le consensus soit large. Il y a sauf le PS. Sauf le PS, qui est quand même assez singulier. Qui s'abstient sur une question aussi importante que celle-ci. Dans le contexte dans lequel on est. Exactement, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et ça en dit long sur les difficultés qu'auront le PS à présenter des candidats et des candidats avec du talent, parce qu'il y a des lignes qui sont, à mon avis, infranchissables pour certains d'entre eux. Je pense à Bernard Cazeneuve, alors qu'il n'est plus au sein du PS, mais qui fait quand même partie des figures, qui aimerait jouer un rôle, mais qui est sur les questions du nucléaire, qui est sur les mêmes que vous. Toujours dans le Cotentin défendu. Il est chez vous, voilà, de fait. Mais c'est vrai que là, c'est irréconciliable comme prise de position. Mais ça confirme qu'on a un problème majeur en matière de poids de l'idéologie dans la manière dont l'État stratège réfléchit. Et ça, c'est dramatique, parce que c'est sur le nucléaire, mais sur tellement d'autres sujets. Enfin, j'y reviendrai sur mon coup de gueule. C'est vraiment la faillite de l'État stratège qui se confirme une fois de plus. Et là, alors on peut se réjouir, c'est vrai, mais on aura perdu 10 ans, 15 ans. Et c'est très tardif, et c'est les Français qui payent. Parce que là, bien sûr, le poids des conséquences de ça, c'est le portefeuille de tout un chacun, tous les matins, qui est concerné, qui est impacté. Et qui sont les responsables jugés pour ça? Personne. Il y a une commission d'enquête parlementaire, on a vu le scandale que ça révélait, et puis il y a quoi? Circuler, il n'y a rien à voir. Et puis j'ai parlé de l'accord électoral de 2015, mais on aurait pu citer aussi Fessenheim et Macron, qui a poursuivi cet accord d'une certaine manière. Alors le retour à la raison est tardif, on peut s'en réjouir, mais il est tardif en effet, et il a fait beaucoup de dégâts dans la filière.
Oui, et puis ce matin, effectivement, Marine Tondelier, elle est revenue sur ses propos à propos de Fukushima, justement, en expliquant qu'elle était fatiguée, qu'elle s'était trompée, parce que voilà, c'est la fatigue qui a fait qu'elle a raccourci un petit peu les choses. Ils sont souvent fatigués, les écologistes. Oui, ils doivent être très fatigués. Votre coup de gueule, Alexandre, c'est aussi une défaillance de l'État ? C'est une défaillance de l'État stratège, alors qui pour l'instant n'est pas du tout dans le débat public. On a beaucoup parlé de Mayotte ces dernières semaines pour des raisons liées aux problématiques migratoires. Alors Mayotte, c'est un tout petit archipel perdu dans l'océan Indien, entre Madagascar et le continent africain. C'est 400 km², c'est-à-dire 4 fois Paris, pour dire quelque chose. Il y a 250 000 habitants, avec une précarité au niveau de l'eau qui est phénoménale. Un taux de niveau de vie qui est aussi très bas, parce que c'est 50% de la population vit avec 160 € par mois, 30% de la population qui n'a pas accès à l'eau courante. Alors bien sûr, là-dedans, il y a des bidonvilles, etc. Mais le drame, c'est que maintenant, on en arrive à un tel manque d'eau, et pas uniquement lié à la sécheresse, mais parce que l'État local et l'État national s'est pas préoccupé du sujet. Il n'y a plus assez d'eau, donc maintenant, on organise la pénurie. C'est-à-dire qu'on fait des coupures d'eau plusieurs soirs par semaine. Les gens, de 17h à 7h du matin, n'ont plus accès à l'eau. Et ce qui se passe là-bas, en fait, est très révélateur, parce que on a investi, mais bien sûr, l'usine de dessalement n'est pas en bon état. Les réserves ne sont pas reconstituées comme il le faut. Personne s'en occupe bien. Il n'y a pas de prise en charge du sujet. Et ce qui se passe là-bas, effectivement, est très révélateur d'abord, parce que, ça n'intéresse personne parce que c'est très loin, mais il y a quand même des populations qui en souffrent dans des conditions dramatiques. Mais sur la question de l'eau, moi je le dis très solennellement ce matin à votre micro, ce qui se passe à Mayotte va nous rattraper. C'est-à-dire que, je vais faire un petit insiste, j'étais dans un autre pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient la semaine dernière, dans lequel en quelques dizaines d'années, ils ont transformé le désert en champ, au pluriel, et en champ de culture dans tous les sens. Nous, la France, on est en train de faire le marche inverse. On était le champ de l'Europe et le jardin de l'Europe, et on est en train de se désertifier à vitesse grand V. Tous les plans et toutes les annonces qui ont été mises sur la table, comme sur le nucléaire, comme sur plein d'autres sujets, sur les banlieues, etc., ont été écrits, rédigés, les mises en alerte ont été faites, etc. On ne fait rien. Mais j'ai l'impression que justement, on parle des problèmes d'eau, et de pénurie, et on n'évoque jamais la question des usines de dessalement. Bien sûr, vous avez absolument raison. Et donc c'est une des solutions. Mais les technologies, mais vous avez raison à 100%, les technologies existent, elles sont remarquables. Alors évidemment, elles sont très coûteuses. Elles sont un peu coûteuses. Évidemment, elles consomment de l'énergie. Oui. Évidemment, parce que c'est pas une technologie à ce stade qui est encore totalement, on va dire, parfaite sur le plan de, on peut pas dessaler de l'eau sans un maximum d'énergie pour transformer. Mais on veut quoi ? Manquer d'eau demain ? Ou à un moment donné, alors on va nous dire oui, mais le bilan carbone, il faudra faire des choix. Parce que pour le coup, la pollution de l'air, c'est une préoccupation majeure, mais le fait de manquer d'eau, c'en est une autre. Et le fait de vivre dans un pays avec des pénuries d'eau qui vont avoir un impact majeur sur notre agriculture, sur nos modes de vie, je parle même pas des piscines, c'est dramatique. Et là, on sait ce qu'il faut faire. Là encore, on sait ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de décision. Oui, mais il n'y a pas de... J'ai un ami dans la FI, il vit là-bas. À partir de juin, ce ne seront plus des coupures d'eau, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'eau et il y aura 2 fois dans la journée de l'eau. Et il m'expliquait qu'il n'y a pas non plus de réservoir. En ce moment, c'est la saison des pluies. Elle a voulu faire venir un réservoir, ça coûte plus de 10 000 €. Donc elle dit pourquoi il n'y a pas de mobilisation, justement. Et coup de chapeau à Estelle Youssoufa, qui est la députée de Mayotte, qui se bat et qui essaye de mobiliser justement pour changer les conditions de vie des gens à Mayotte. C'est absolument intolérable. On va passer à Christian de Villeneuve. Juste un mot, peut-être c'était un coup de, peut-être pas de gueule, ça vaut pas ça, mais j'ai regardé hier la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, mais que c'était cheap, que c'était minable par rapport aux années Canal+, franchement. Un micro, non, je suis d'accord, un micro qui marche pas, une cérémonie terne, franchement, des plans de coupe sur une animatrice qui fait la gueule. J'ai trouvé ça nul. Bon. Bref, voilà, c'était pourquoi il faisait la gueule, l'animatrice ? Non, mais à un moment, si vous voulez, le réalisateur a cadré la fille qui était sur le tapis et qui faisait la moue. C'est une erreur de réalisation. Mais, tu veux dire que France 2 n'est pas Canal ? Je veux dire que France 2 n'est pas Canal. Pourtant, c'était Renaud Levanking qui historiquement réalise, ou en tout cas produit. Là, il était coproducteur. Mais c'était Chiara Mastroianni. Bon, voilà. Catherine Deneuve qui oublie d'ouvrir la cérémonie. C'était assez mouvant, ça, quand même. Ouais. L'intervention de Catherine Deneuve. Oui. T'as pas été ému ? Non, la mère et la fille, t'as pas ému ? Pas du tout. Pas du tout. J'ai trouvé ça très décevant. On se retrouve dans un instant et on va parler de la violence, du climat de violence politique. À tout de suite.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et avec Christian de Villeneuve, Alexandre Malafaille, David Marguerite et Jean-Baptiste Moreau qui vient de nous rejoindre. Voilà, il choisit son horaire. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu dans les bouchons parisiens. Alors avant de parler de la violence, de la violence ambiante et évidemment l'agression du petit-neveu de Brigitte et Emmanuel Macron, vous aviez un coup de gueule contre les déclarations de Mathieu Slama. Je ne sais pas qui c'est, pour tout vous dire. C'est un essayiste, écrivain, enfin je sais pas trop. C'est un peu ironique, surtout le fils de son père. Voilà, c'est le fils de son père qui lui pour le coup s'est construit tout seul. Son père étant immigré et étant arrivé en France et ayant construit sa carrière professionnelle. Et ce monsieur Slama qu'on voit à longueur de plateau télé nous faire des grandes leçons de morale nous explique que le mérite n'existe pas. Et donc, moi, j'en peux plus de cette société de la victimisation permanente, de l'excuse généralisée où tout le monde serait des bébés phoques assignés à sa condition sociale et à sa résidence. Donc, c'est vraiment que l'extrême droite, à la limite, se nourrisse de cette assignation à résidence et qu'elle ne cherche pas à le résoudre. On est habitué. Mais que la gauche que l'extrême gauche et pour tout dire une bonne partie de la gauche aujourd'hui rentre aussi dans cette logique-là, ça m'a mis sérieusement les nerfs. Ouais. Il développait que c'était juste un mensonge, le mérite pour maintenir les inégalités et les injustices. Alors j'ai pris sur Twitter un exemple qui est le mien, qui est celui que je connais le mieux, d'un fils de paysan et de professeur de collège. Alors depuis, j'ai appris que fils de professeur de collège, c'est privilégié déjà. Alors je sais pas, parce qu'on nous dit à longueur de temps que les profs sont pas assez payés, mais c'est quand même être privilégié qu'être fils de prof. Enfin, moi j'ai le souvenir de parents, le souvenir et la réalité de parents immigrés notamment qui poussaient leurs enfants à faire des études pour sortir de leurs conditions sociales et de leur situation quand ils sont arrivés dans les années 50, dans les années 60, voilà, les Algériens, les Italiens qui poussaient, qui avaient cette éducation au courage et à la volonté et qui poussaient leurs enfants vers les études, vers le travail, vers le goût de l'effort pour justement sortir de cette assignation. Et aujourd'hui, on nous explique que non, de toute façon, ils sont assignés à résidence toute leur vie. Donc on est dans une société où aujourd'hui, les valeurs, c'est paresse, fainéantise, jalousie et aigreur. Et moi, je préférerais une société où c'est courage, persévérance, volonté et abnégation, parce que c'est la seule moyen qu'on a effectivement de se sortir. Alors qu'il y ait des blocages dans la société française, évidemment, on n'est pas dans le monde des bisounours, on sait très bien que c'est plus compliqué pour un certain nombre de nos compatriotes, mais expliquer et instituer comme vertu la paresse et que de toute façon, quand on est issu d'une classe sociale défavorisée, on n'a pas les moyens de s'élever, on ne s'élèvera jamais et on sera toujours en classe sociale défavorisée. Enfin, c'est un mépris de classe qui est gigantesque et fait de la part de la gauche, ça manque quand même pas de sel. C'est de l'assignation à classe sociale. Vous ne pouvez pas vous extraire de votre situation de toute façon. C'est la faute aux riches, c'est la faute aux autres, c'est toujours de la faute des autres, mais c'est pas de votre faute, c'est de la déresponsabilisation. Et on n'ira pas loin dans une société où la seule façon de s'en sortir, c'est d'être jaloux des autres et de vouloir leur piquer ce qu'ils ont acquis au prix bien souvent de la sueur de leur front. Enfin, je veux dire, moi je supporte plus cette vision-là d'une certaine gauche moralisatrice, en plus souvent bourgeoise, très bourgeoise, qui a eu tout cuit dans le bec, parce que Mathieu Salma, il s'est pas battu pour avoir ce qu'il a globalement, et il en a rien fait. C'est dommage pour lui, mais il y en a qui en font des choses déjà pour commencer. Et puis moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, par le travail, par le courage, par la persévérance, on peut s'en sortir, même quand on vient de milieux compliqués. Mais c'est sûr que si on attend que ça tombe tout cuit dans le bec, on s'en sortira pas. Mais cette société dans son ensemble ne s'en sortira pas. Moi, je partage complètement ce que vous venez de dire. Je trouve que c'est insupportable. Ça justifie le nivellement par le bas, toutes les politiques qui sont déployées à l'éducation nationale. Mais je dirais que cette déclaration, elle a un mérite. C'est qu'elle permet de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas dans cette forme d'idéologie wokiste de la déconstruction, y compris à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Je le dis, je veux pas être polémique là-dessus, mais ce qu'on voit dans les déclarations du ministre sur la mixité sociale, la guerre rallumée dans les écoles privées, ça participe de ça. C'est de l'asservissement, de l'assignation à résidence. Vous l'avez dit, je trouve la formule est très juste. En fait, ça justifie tout ce à quoi on assiste dans l'Éducation nationale, l'effondrement du niveau scolaire. Il part de cette idéologie. Et je trouve ce tweet
finalement, il a ce mérite de leur faire dire, de dire au grand jour ce qu'il y a derrière cette idéologie, c'est-à-dire de considérer que c'est insupportable le mérite, c'est insupportable l'effort, et que c'est vraiment un déterminisme qui est insupportable pour toutes celles et ceux qui se battent au quotidien pour monter les échelons, pour reprendre l'ascenseur social. Et je pense que la République, elle s'honore quand elle permet à ses enfants, sur tous les territoires, de progresser dans la vie. Et vraiment, quand on lit ça, on a froid dans le dos. Mais ce qui est terrifiant avec ce type de propos, c'est qu'en fait, ce sont des briseurs de rêves. C'est-à-dire que quelque part, ils disent, mais votre avenir, et quoi qu'il arrive, il est bouché. Vous n'y arriverez pas. Mais c'est comme quand il y avait cette élue de Poitou-Charentes, qui était présidente de région, qui avait dit, elle voulait pas que les enfants puissent envisager d'être un jour pilote d'avion, parce que c'était vilain comme métier, parce que ça polluait. C'est-à-dire tout d'un coup, on va vous interdire d'eux. Alors qu'après, effectivement, que dans toutes nos sociétés, mais partout dans le monde, qu'il y a un sujet sur l'égalité des chances, évidemment, il faut continuer à travailler. Qu'il y a un sujet sur la reproduction des élites, évidemment, il faut y travailler. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout est perdu, tout est bouché. Et je pense que malgré tout, quand on voit le chemin qui a été parcouru, on a fait beaucoup de chemin justement vers un monde où, à un moment donné, tout le monde a de plus en plus ses chances. Alors il faut rester vigilant, mais ça, c'est vraiment, pour moi, ce sont des briseurs de rêves. On devrait quasiment même leur interdire de tout. L'égalité des chances n'arrivera pas par la bonté du Saint-Esprit. Enfin, je veux dire, sans travail, sans amélioration, personne n'y arrive. Faut être clair. D'accord, c'est que rien n'est gratuit. Christian, oui. Oui, d'accord, tout à fait. On vient donc d'apprendre que Nicolas Sarkozy avait été condamné à 3 ans de prison en appel, dont un ferme. C'est la même peine. Un an ferme. C'était, je crois, exactement le jugement en première. C'était 3 ans avec sursis, dont un ferme. Donc un ferme, ça veut dire quoi? C'est la reproduction. Ça veut dire bracelet électronique. Il ne va pas aller en prison. Non. Il ne va pas aller en prison, il aura un bracelet électronique. Voilà, c'est ce qui est arrivé dans le cas des condamnations qui ont été... Moi, pour commenter, je dirais que pour une fois, le doute n'a pas profité à l'accusé. Bon, on en reparlera tout à l'heure. On va voir les. Mais il y a encore un recours, non, auprès de la Cour européenne. Il n'y a plus que la cassation. Mais il n'est pas suspensif. Il n'est pas suspensif de l'exécution. On en reparlera tout à l'heure. Je voudrais on va passer à votre coup de gueule, Christian, qui est. Je suis désolé, je suis dans l'actualité. Je suis pas très original ce matin, mais on peut être qu'interpellé par ce climat de haine et d'intolérance. Bien dans le micro. Qui se développe en France. Alors rappelons simplement les faits de ces derniers jours. La semaine dernière, c'est l'affaire de Saint-Brévin-les-Pins, où un maire est quand même obligé, qui démissionne à la suite d'agressions verbales, physiques, et même puisque sa maison est brûlée. C'est l'affaire avant-hier, du petit-neveu de Brigitte Macron, ce qui est quand même incroyablement inquiétant. Ils l'ont reconnu, ils l'ont tabassé. C'est un lynchage, on peut parler de lynchage. Ils l'ont roué de coups, c'est d'une violence inouïe. Et puis c'est encore ce week-end dernier à Carnac, petite commune du Morbihan, où un groupe d'extrême droite, Civitas, catholique, Civitas, a empêché le déroulement d'un concert, malgré le fait que les autorités diocésaines avaient validé ce concert. Mais ce qui est intéressant et significatif, c'est que la ministre de la Culture, bien sûr, a apporté son soutien au maire, mais en plus a déclaré, lui a affirmé, Dixit, je note, a confirmé, Dixit, que ce genre de situation se multipliait en France. Donc c'est quand même extrêmement grave et absolument pas marginal. Alors moi je m'interroge sur la responsabilité des politiques, et je me demande, je lisais ça le week-end dernier, si cette haine ou intolérance ne sont pas alimentés par des propos tels que ceux de Madame, encore une fois, Marine Tonnelier, qui demande pas d'interdiction, mais qui en appelle à l'Arcom, l'institution qui régule les médias, qui interpelle l'Arcom pour contester, dénoncer des journaux comme Valeurs Actuelles ou des chaînes info comme CNews. Cette intolérance, et je crois, est la mère de toute cette violence. Oui, on peut évoquer aussi ce qui s'est passé pour Florence Bergeau-Blacker, qui est cette anthropologue menacée de mort parce qu'elle a
a écrit un livre sur le frérisme, sur les frères musulmans. La bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que son livre est en tête des ventes, donc tant mieux, ce qu'on appelle l'effet Streisand, mais elle a été menacée de mort. On a une universitaire qui est menacée de mort par des collègues en plus, enfin qui est attaquée par des collègues, menacée de mort, on ne sait pas encore par qui, mais en tout cas, il y y aura des poursuites. Oui, mais le scandale, c'est qu'elle devait donner une conférence à Sorbonne et qui a été suspendue. Oui, absolument. Et qui aura lieu le 2 juin pour ceux qui veulent y aller. J'en profite pour signaler l'excellent dossier du Figaro aujourd'hui sur justement la percée de l'islam politique dans notre société, à bas bruit, l'entrisme des frères musulmans. Il est catastrophique. Hein, on le voit un peu partout. Hein. C'est-à-dire que dans la banlieue rouge de Paris aujourd'hui, où les communistes avaient la main sur toutes les associations, c'est les associations fréristes qui ont pris le relais. Hein. Enfin, dans le sport, dans tout un tas d'activités. Il faut voir, et ils sont très habiles dans leur façon d'aborder les choses, et ils manipulent les populations locales de façon absolument hallucinante. Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais dans la veine de ce que disait Christian, il y a aussi un concert de Bilal Hassani dans un endroit désacralisé qui avait été aussi bloqué, interdit par. Mais là, on parle aujourd'hui de violence physique. Alors, il y a les arguments de la France Insoumise en particulier et de Marine Tondelier qui disent on condamne, mais je suis Charlie, mais les cris d'orfraie, les larmes de crocodile de gens qui ont tout fait pour instaurer ce climat-là, moi ça me révolte plus que ça m'amuse, hein, parce que je veux dire, c'est facile maintenant pour la France Insoumise d'expliquer. Alors le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui ne parle que de lui, d'ailleurs, il parle toujours que de lui. De toute façon, il y a que, à part lui, il n'y a pas grand monde qui l'intéresse. Mais il est insoutenable. Du chocolatier trogneux. En plus de renvoyer à son métier, qui n'a absolument rien à voir avec l'âge du petit cheval. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Et voilà, ils ont contribué à instaurer ce climat de violence. Et il faut être intolérant avec l'intolérance. Ça, c'est une certitude. Et ce que vous disiez sur Marine Tondelier, les déclarations de Marine Tondelier, elles sont révoltantes. Je veux dire, quelle vision ces gens-là. Donc ils sont le camp autoproclamé du bien. Eux seuls détiennent la vérité. Eux seuls détiennent la bonne parole. Et tous ceux qui vont aller contre eux et contre leurs idées sont forcément des lobbies, sont forcément d'extrême droite, sont forcément, le camp du mal, quoi. C'est la vision Star Wars de la politique Europe Écologie Les Verts. Mais si demain ils sont au pouvoir, ça laissera craindre quant à la liberté d'expression. Je veux dire qu'il y ait des idées développées sur Valeurs Actuelles ou sur CNews, qu'il y ait une ligne éditoriale, à la limite, j'en sais rien. Et what else? Quel est le problème? Et l'Arcom fait son travail. De toute façon, moi, j'y suis allé sur CNews, Valeurs Actuelles. Voilà, j'ai fait des interviews à Valeurs Actuelles. Quand j'étais député, c'est pas le sujet. Je veux dire, ils sont aujourd'hui tenus d'un certain paritarisme, et même si les journalistes peuvent parfois exprimer des idées qui lui plaisent pas, on s'en fout. Je veux dire, c'est la liberté d'expression. Ils ont le droit. On va continuer à en débattre, et je trouve que les réactions de nos auditeurs sont intéressantes parce que ils font pas de nuance entre un membre de la famille qui n'a strictement rien à voir et on me dit mais on n'a rien dit pour Steve, et la violence sur les citoyens on laisse faire, le climat c'est Macron. On parle d'un homme qui fait son boulot, qui est chocolatier et qui se fait attaquer parce qu'il est le neveu du président de la République. De quoi on parle? Alors effectivement, il y a eu des attaques contre des élus, des menaces, mais je le situerai pas tout à fait au même niveau. Mais on y reviendra dans un instant. Il est 9h29 sur Sud Radio. C'est incroyable. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, je vous donne quelques réactions d'auditeurs. Stéphane, qui est un fidèle auditeur, la cause fait son effet, la cause c'est Macron, et l'effet c'est la haine qu'il provoque. Son neveu est victime de cela, mais ça reste un fait divers tout de même. Vous feriez mieux d'aller travailler dans votre ferme. Il y a aussi une forme d'agressivité. Oui, ça m'amuse parce que souvent c'est des gens qui ne font rien de leur journée qui disent ça. Voilà, jamais enfiler une paire de bottes. Marie nous dit son neveu est une victime collatérale, comme il y en a tant dans les manifestations pacifiques. On a effectivement beaucoup de réactions qui ne s'indignent pas tellement de cela. On n'en a pas fait autant quand Steve, Monsieur Chouviat, est mort étouffé, etc. C'est-à-dire que tout est du même niveau. C'est la loi du talion, et aujourd'hui, tout est bon. Tout est bon. Ces gens n'aspirent pas à la démocratie. Je sois un sentiment assez généralisé, finalement, ces réactions. Et c'est grave, parce qu'elles participent d'une banalisation assez effrayante, finalement. Parce que ce à quoi on assiste, c'est quand même un taquet qui a été franchi.
la violence à l'égard des élus, la violence à l'égard d'un homme parce qu'il est le neveu du président de la République, c'est pas anodin. Et on l'a tous dit, mais je crois qu'il faut insister là-dessus. C'est que cette violence, elle a été légitimée quelque part. Elle est légitimée par des ballons de foot sur lesquels on met l'effigie des ministres et on marche dessus, par des pantins l'effigie de ministres qu'on brûle. Elle est légitimée par des déclarations d'un élu LFI qui vous explique qu'on a décapité Louis XVI et qu'on peut faire la même chose avec Macron. La légitimité de la violence à l'égard des forces de l'ordre et à l'égard des élus, elle produit des effets. Le déferlement de haine sur les réseaux sociaux, c'est pas sans conséquence. Et on le voit aujourd'hui, le taquet qui est franchi, il est grave. Je pense qu'il faut là, utiliser le mot juste. C'est grave ce qui se passe, c'est inquiétant, c'est même assez effrayant. Les réactions des auditeurs sont aussi assez inquiétantes parce que je pense que de certains auditeurs, des auditeurs que vous citez, ce qui n'exclut pas d'ailleurs de dire, mais c'est très intéressant. Ça n'exclut pas en effet d'ailleurs de dire que cette violence ordinaire, elle est installée dans le pays depuis longtemps. Au-delà, aujourd'hui, elle s'exprime et franchit un nouveau cap à l'égard des élus, de leur permanence, de leur domicile, à l'égard d'un neveu de président de la République. Quand on lit le tweet de Jean-Luc Mélenchon hier, enfin, je veux dire, il est assez sidérant. Le mépris qu'il y a dans le tweet, vous le citiez tout à l'heure. Moi, quand je lisais son tweet, je me disais, mais comment finalement une certaine gauche républicaine qui se tenait a pu s'allier avec cet individu? Parce que derrière, il y a aussi la violence, mais il y a la dérive de la violence d'hommes et de femmes qui étaient responsables, qui étaient élus et qui aujourd'hui sont associés avec cet homme qui multiplie les provocations et les incitations à la haine, mais aussi les incitations à la violence, je crois qu'il faut le dire. Alors oui, la violence, elle est généralisée, elle s'exprime à l'égard des élus, donc à l'égard de la République d'une certaine manière. Je pense aussi que ce qu'expriment vos auditeurs, c'est... Je peux l'entendre, c'est que cette violence, elle existe, elle doit appeler des réponses fermes. On lisait qu'il y avait plus de 10% de cambriolage en 2022. C'est un cambriolage toutes les 2 minutes dans le pays. Qu'il y a tous les deux jours, un homme blessé par balle qui rentre à l'hôpital nord de Marseille. Enfin, que ce climat de violence, il appelle des réactions. Il y a un sentiment d'impuissance de l'État. Il y a vraiment, enfin, on le ressent bien dans la société. Il y a une agressivité qui s'exprime à l'égard de tous ceux qui peuvent être dépositaires de l'autorité de la force publique, à l'égard des agents publics. Moi, je le vois dans mon agglomération. Jamais il y a eu autant de violence pour rien, d'ailleurs. Le moindre fait provoque l'emballement, provoque l'hystérisation. Il y a une responsabilité politique, c'est sûr, mais il y a aussi un problème d'éducation et d'instruction. Enfin, je veux dire, à un moment, on peut pas mettre tout le temps. C'est ce que ça revient à mon propos de début. On peut pas mettre tout le temps la faute sur les autres. Enfin, je veux dire, on est dans une société démocratique, on a la chance d'y vivre, mais que ces gens-là aillent vivre dans des régimes autoritaires. Ils vont voir ce que c'est que la vraie violence et la violence injustifiée. Ils vont voir ce que ça donne. Enfin, je veux dire, moi, je suis terrifié par le niveau d'inculture. Enfin, bon, les réseaux sociaux, c'est pas la France non plus, parce que moi, pour le coup, je mets mes bottes quand même encore de temps en temps, et je vais au milieu de la vraie France, et c'est pas ces propos-là qui sont tenus. C'est aussi une caisse de résonance, mais quand même, c'est quand même symptomatique d'une certaine partie de la population qui a perdu toute notion et tout repère. Ce qui est terrifiant dans ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand on en vient à s'en prendre à la famille de quelqu'un parce qu'on a un contentieux avec quelqu'un en question, d'abord, on n'en vient pas à la violence en démocratie, on est bien d'accord, mais ce sont des pratiques mafieuses. C'est la mafia qui fait ça. Ce sont des organisations criminelles. Donc ceux qui pratiquent ce genre de choses sont, de mon point de vue, assimilables à ces criminels qui vont attaquer la famille pour faire pression sur. Voilà. Maintenant, tout ça, effectivement, a été, vous l'avez dit, légitimé, même ça a même été théorisé. C'est-à-dire que quand Jean-Luc Mélenchon disait « je suis le bruit et la fureur », pardon, mais comme on dit, les mots ont un sens. Le bruit, à la limite, mais la fureur, en général, elle a qu'un effet, c'est la dévastation. C'est rien d'autre. Alors ça peut être une dévastation intellectuelle, mais ça peut être aussi une dévastation physique. Et là, effectivement, comme à un moment donné, la notion de nuance n'est plus comprise par les gens qui entendent les messages, eh bien on en arrive effectivement à cette violence physique. Mais comme Jean-Luc Mélenchon l'a très bien illustré quand il y a eu cette perquisition chez lui et il s'en est pris physiquement aux forces de l'ordre, à un moment donné, ça encourage, c'est évident. Et comme il n'y a pas de position claire de la classe politique là-dessus, parce que évidemment pour les uns et pour les autres, c'est une manière d'agiter le débat, ça devient très préoccupant. Mais ce qui est le drame, et vous le disiez, c'est qu'en fait on est arrivé à des états de vie démocratique où on est à un niveau de tension et de polarisation entre les différentes factions, je dis bien factions de la société, alors qui est évidemment qu'il y a des causes. Après, parce que négliger les causes, c'est quand même, là encore une fois, comme depuis 30 ans sur toute une série de sujets, c'est ne pas s'intéresser à la problématique. Comment on en arrive là? Pourquoi on en arrive là? Et on en
arrive aussi là parce que le président de la République l'a dit, je crois, lundi, quand il était dans son intervention, il y a un problème d'efficacité de l'action politique et de la perception de cette efficacité. Il y a un problème d'exemplarité de la part des élus. Et là, il y a beaucoup de gens à qui on pourrait jeter la pierre. Quand on a un chef de l'État ancien qui vient de prendre 1 an de prison ferme, tout ça, ça envoie des messages qui sont pas anodins. Et quand on a un chef de l'État comme Emmanuel Macron, qui à un certain nombre de reprises a pu faire preuve d'arrogance et d'accumulation d'arrogance, et la réforme des retraites, etc., il y a des gens qui se sentent tellement en détresse qu'ils ne font plus la nuance. Voilà. Et c'est ça qui est dramatique. Il va falloir reconstruire, mais pour reconstruire, on va avoir besoin de temps et on va avoir besoin d'une classe politique qui, à un moment donné, décide effectivement, elle aussi, de faire ce qu'il faut pour apaiser. Parce que sinon, on n'en sortira pas. Et puis se projette sur des long termes, parce que c'est une crise démocratique, c'est pas une crise institutionnelle, contrairement à ce qu'on entend parfois. C'est une vraie crise démocratique, effectivement, de représentation où les gens ne supportent plus la représentativité de la démocratie représentative qui donne son nom. Ils supportent plus d'être représentés par qui que ce soit, d'ailleurs, par quoi que ce soit, ni que ce soit par un syndicat, par un politique ou par quoi que ce soit, et veulent s'exprimer à tout bout de champ. Et c'est plutôt sain. Et il faut arriver à trouver des exutoires sur ces choses-là. Mais après, effectivement, je suis d'accord. Les politiques ont légitimé la colère et ont légitimé et ont bâti leur fonds de commerce électoral là-dessus. Oui, moi, je suis pas aussi pessimiste que vous. Parce que le bienfait de cette situation permet aux gens de comprendre et de révéler ce qu'est la vraie nature des extrêmes. Des extrêmes. Et que je crois que la France exacte, les gens de bon sens, vont se retourner contre ces semeurs de haine. Et que je suis... Quoi ? Je sais pas, ouais. Ah si, parce que, on verra. Moi, je pense que LFI aux prochaines élections, on va connaître de gros déboires. Oui, je pense que Mélenchon, on voit bien sa cote est en train de s'effondrer. Bon. Et donc, vous avez il faut Marine Tondelier qui est un peu sur la même ligne, quand même. Dans les propos. Alors, à ce titre, les élections européennes seront très intéressantes l'année prochaine. Elle s'était déjà effondrée, la cote de Mélenchon, dans le dernier quinquennat. C'est vrai, elle est remontée. C'est exact. J'aimerais partager cet optimisme. Mais je pense quand même que quand on écoute dans la Normandie profonde, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on dit dans la Normandie profonde, et je pense dans nos territoires, globalement, ils sont d'accord avec vous, c'est que les gens ils supportent pas ça. Exactement. Et ce qu'ils supportent pas non plus, c'est l'affaissement, l'effondrement du niveau du débat. Au-delà, parce que si il y a ces déclarations, c'est aussi parce qu'il y a plus de débat qui se tient. C'est qu'on a quand même une représentativité. Vous avez raison. Les gens ne supportent plus la représentation, mais la représentation, vous avez vu le niveau quand même. Oui, non, mais c'est on ne peut pas se reconnaître dans des déclarations. Moi, je crois vraiment. Profondément, je crois que le retour à une forme de paix civile, parce qu'on en est là quand même, une forme d'organisation du débat, ça suppose d'accepter les différences. Ça suppose de dire le débat public, il doit être régulé. Moi, je suis assez nostalgique, j'assume, d'un clivage droite-gauche qui se tenait, sur lequel on avait des différences de fond, mais dans lequel on se respectait, dans lequel la régulation de la différence dans la société, elle se faisait à la représentation nationale et pas dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans la rue, dans la violence, où chacun est autorisé en effet à s'exprimer sur tous les sujets avec haine et violence. C'est pas tant du clivage droite-gauche que j'ai le regret, mais c'est plutôt des hommes politiques qui ont une vision de moyen et de long terme. C'est qu'aujourd'hui, alors je mettrai pas le président dans le même lot, mais je me mettrai pas d'accord avec les intervenants ce matin, mais je pense que le président en a une, il la développe pas suffisamment, mais il en a une. Mais après, dans les oppositions, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus, et dans le débat politique et public globalement, on ne discute plus d'orientation à long et moyen terme, on ne projette plus les Français dans un commun ensemble, et c'est un peu ça qui manque. On a des petits politiciens qui regardent le court terme avec 3-4 mesurettes, mais on n'a pas de vision de moyen et de long terme pour emmener l'ensemble de la population derrière des orientations. Juste dire un mot, moi qui est un mot de grande préoccupation, parce qu'on le voit par ailleurs et dans d'autres pays, quand des gens n'ont plus rien à perdre, ils sont prêts à tout. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire très très attention dans les prochaines années sur la manière dont on va faire de la politique, quand on va essayer de récupérer tous ceux qui sont en situation d'être en déshérence et qui sont souvent stigmatisés, parce que quand on dit « Ah, t'es un électeur du RN, ah, t'es ci, etc. », tout de suite on jette l'opprobre, etc. À un moment donné, il va falloir arrêter de jeter l'opprobre sur les citoyens. Il va falloir se dire comment on réembarque tout le monde, parce que, comme je le dis, sinon, effectivement, il y a des gens qui, parce qu'ils n'ont plus rien, parce qu'ils n'ont plus d'avenir, plus de perspective, ils feront des bêtises. Oui. Stéphane nous dit, mais quand un président systématiquement
systématiquement à chaque intervention maltraite son peuple. Que voulez-vous que le peuple ressente? Je vous pose la question. Allez, Stéphane, voir dans d'autres pays ce qui a pu se passer pendant le Covid en particulier. Je défends pas le président de la République, on lui tape assez dessus ici, mais je pense que en particulier pendant le Covid, les aides, les différentes aides, je pense que la France, le système, même si le système de soins, et Dieu sait si on le critique ici, n'est pas parfait, vous avez un accès aux soins gratuits, vous avez l'éducation gratuite. La France est un pays qui est quand même qui est pas l'enfer que certains ressentent. Qu'il ait eu des maladresses dans ses expressions, évidemment. Évidemment. Et c'est le premier, je pense, à le regretter. Oui, mais c'est ça qui est le problème, c'est que c'est pas quelqu'un d'arrogant en vérité. Il a eu des maladresses dans son expression, mais ce qui s'exprime à travers la haine vis-à-vis de lui, c'est ce que je disais, pour en revenir à mon premier propos, c'est la haine d'un homme de 40 ans qui a été élu président de la République, qui a réussi, effectivement, et il y a une espèce d'aigreur qu'on entretient et que certains politiques entretiennent dans la société. On va y revenir. Non, je vous donne la parole tout de suite après là-dessus. N'ayez crainte, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors David Marguerite, je vous ai interrompu juste avant la pub. Je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez, Valérie, sur le sentiment quand même dans le pays. Il y avait une très bonne formule, je lisais, de Sylvain Tesson qui résumait bien ce que vous disiez en disant que la France c'était le paradis où les gens avaient le sentiment de vivre en enfer. Je trouve que ça résume assez bien finalement la phrase que vous aviez sur l'insatisfaction collective, généralisée et le fait de ne pas se rendre compte finalement de la situation dans laquelle on est. Mais l'insatisfaction n'est pas gênante à condition qu'on ne soit pas dans l'aigreur et la jalousie et qu'on essaye de trouver des solutions. Et là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a une partie de la population. Mais quelle solution? Parce qu'il a une responsabilité aussi, Emmanuel Macron, dans tout ça, évidemment. Il faut retourner, il faut aller au contact du terrain, il faut écouter les gens, essayer de... Je vais vous répondre, c'est pas en fermant les Champs-Élysées et en ayant des visites ultra protégées qu'il va aller au contact des gens. Il a été aussi au contact dans certaines conditions. Il a été à Besançon, il a été dans un certain nombre de lieux où il a été au contact. Mais c'est pas que lui, c'est pas que lui. En 2027, ce sera pas lui. Donc, je veux dire, il y a sans doute une possibilité de retournement, comme Christian disait tout à l'heure, de l'opinion par rapport aux excès des extrêmes de tous bords. Mais pour se retourner, il faut qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose sur quoi se retourner. Et je pense que on doit remettre dans le débat public des débats autour d'idées, de grandes idées. Alors, je sais pas si c'est des conventions citoyennes, je sais pas le cadre dans lequel il faut les faire, mais je pense qu'on a besoin, les Français ont besoin de se projeter sur un collectif et sur un avenir collectif. Et pour ça, voilà, c'est pas autour de personnalités qui sont toutes plus ou moins clivantes, quelles qu'elles soient, mais c'est autour d'idées et de grands principes qui fait notre République et notre démocratie. C'est de rassurer les Français. Au lieu d'avoir un discours extrêmement négatif. On vit dans un... Valérie le disait, on a traversé le Covid de façon, par rapport à d'autres pays, de façon plutôt remarquable. Enfin voilà, bon, le quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, on en a quand même les résultats aujourd'hui, et on est le seul pays à l'avoir fait. Et ce qui est effrayant, c'est qu'il n'y a aucune reconnaissance de ça. Bon, et ça a été vrai de Sarko au moment de la crise de 2000, pour Sarko au moment de la crise de 2008. Donc c'est là où il faut essayer d'avoir un discours. Moi, je pense que plus vous voyagez, plus vous vous rendez compte que vous avez la chance de vivre en France. Regardez, c'est vrai que le système de santé est en train de craquer de partout. Et en même temps, la sécurité sociale, le remboursement des médicaments. Ou allez vous faire soigner aux États-Unis, en Angleterre. Et on s'aperçoit que la France est un beau pays. Donc ça, il faut en Espagne, voilà. Donc ça, il faudrait quand même pouvoir le rappeler et sans avoir l'impression d'être naïf et béni oui. Et ça, c'est pour l'instant, il n'y a aucune reconnaissance. Et c'est ça sur laquelle il faut travailler. C'est le destin des hommes politiques. Ils sont adorés quand ils ont quitté la politique, en fait. Vous voyez, dans le baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match demain, je peux juste révéler que Nicolas Sarkozy arrive en 2e place. Dans le dernier baromètre, c'était François Hollande. C'est ça. Alors qu'ils étaient détestés quand ils étaient aux manettes. Je veux dire, ça, c'est inexorable, à mon avis. Détestés. Je voudrais qu'on parle un peu de la condamnation, donc, qui est tombé il y a quelques minutes. Nicolas Sarkozy condamné en appel à 3 ans de prison, dont un ferme, donc 1 an de bracelet électronique et inéligibilité pendant 3 ans, privé de ses droits civiques. La Cour d'appel a prononcé également l'interdiction des droits civiques pour Thierry Herzog, son avocat, qui ne peut plus exercer. Donc 1 an de bracelet électronique. Certains disent il est privilégié, il va pas en prison. Je rappelle que c'est la règle pour les peines. Oui,
moins d'un an, c'est an, systématique. c'est systématique, mais ça veut dire, comprenez bien que bracelet électronique, ça ne veut pas dire que vous allez au marché boire des coups avec vos copains. C'est-à-dire qu'il y a un périmètre qui est tracé chez vous et vous ne pouvez pas en sortir. Regardez ce qui est arrivé à Balkany. Oui. Donc ça veut dire qu'il va être assigné à résidence chez lui, dans le 16e, bon, certes sûrement dans des conditions confortables, mais il ne pourra pas sortir de chez lui. Moi je ne sais pas si vous avez lu ce matin le papier de Stéphane Durand-Soufflon dans le Figaro, qui mettait bien en exergue que le ministère public avait exprimé qu'il y avait doute. Ouais. Il y avait doute. Et donc, il y avait doute sur le fait que Sarkozy avait essayé d'intervenir en faveur du juge Azibert. C'est dans l'affaire dite des écoutes, c'est-à-dire qu'il aurait demandé à savoir où en était un dossier en échange d'une promesse d'une nomination à Monaco pour le juge. Le doute existe et pour la première fois, le doute ne bénéficie pas aux accusés. Donc il y a quand même un aspect de vengeance des magistrats. Attention, parlez bien dans le micro. Un aspect de vengeance des magistrats par rapport à... Il faut le mur des cons. Voilà, et c'est le mur des cons. Non, mais en plus de ça, par rapport à l'image du pays, c'est quand même invraisemblable. Pour l'image du pays, c'est dramatique, mais ce ne sera pas le premier président à être condamné. Regardez à Taïwan, qui est une jeune démocratie, il y a un président qui a été condamné à la prison ferme. Chirac a été condamné. Aujourd'hui, celui qui a dit qu'il vient de me chercher, on le sait, il y a toute une série d'affaires, et notamment avec McKinsey, quand il sera plus président, ça risque de le rattraper aussi. Il y a une problématique en politique, c'est que quand vous donnez des leçons aux autres, ce qui est le propre souvent des élus et des dirigeants de haut niveau, plus vous montez, plus vous devez être exemplaire. Il ne faut pas s'étonner qu'on ait une dégradation de la classe politique, parce que dans l'action, il y a forcément... Non, mais dans l'action, je suis d'accord, mais si vous voulez, moi je ne crois pas à la cabale des magistrats, il y a eu le mur du con, d'accord. Moi je connais bien les magistrats, je travaille souvent avec eux dans le cadre de nos activités. Voilà, à un moment donné, quand vous êtes en cour d'appel, voilà, vous n'êtes pas dans une enceinte où on règle des comptes, ça ne se passe pas comme ça. Ça, je n'y crois pas du tout et pas un seul instant. À un moment donné, il y a des faits, alors il peut y avoir effectivement des faisceaux, il y a des indices qui arrivent, mais confirmation en appel, ça veut dire qu'à un moment donné, les magistrats ont bien pesé le pour et le contre, d'autant plus qu'ils sont quand même pas totalement irresponsables, nos magistrats. Ils savent que la décision a un poids et un impact. Mais si c'était, je dirais, la première fois que vous aviez un élu qui était victime d'une défaillance, et puis dans le cas de Nicolas Sarkozy, moi je dis simplement que effectivement, on a a priori quand même, entre le financement de sa campagne électorale, maintenant ça revient avec l'affaire libyenne, la manière dont il a validé, la manière dont il allait péter le plafond de sa campagne de réélection, 40 millions d'euros au lieu des 20 millions, etc. On voit bien que l'application des règles au sens stricto sensu par celui qui est le garant de la Constitution n'a pas été peut-être d'une régularité absolue. Et ça lui coûte cher. Non, mais c'est aussi la preuve par rapport à tous les commentateurs de réseaux sociaux que personne n'est à l'abri et qu'il n'y aura pas une caste de privilégiés qui n'auraient jamais affaire avec la justice et qui n'auraient jamais de compte à rendre. Voilà, la justice, elle fonctionne dans ce pays. La séparation des pouvoirs, elle fonctionne dans ce pays. Et tant mieux. Et on est en démocratie et nous pouvons nous en féliciter tous les jours. C'est quand même une peine qui est d'une exceptionnelle sévérité. Quand même. En effet, il y a doute, c'est écrit. Et en plus, on a une peine qui est prononcée, qui fait beaucoup de mal à l'image de la France. Bon, ça, on peut le dire. Indéniablement. On peut quand même légitimement dire qu'il y a eu un acharnement judiciaire depuis des années assez organisé. Je ne veux pas là pour défendre Nicolas Sarkozy. Mais enfin, quand même, il ne fait pas bon être élu non plus. Je vais revenir sur ce que vous disiez dans le pays, parce que le moindre vote que vous pouvez faire, le moindre signature d'un document que vous pouvez faire, vous pouvez vous retrouver en garde à vue. Mais la pénalisation, donner des tas d'exemples, sans qu'il y ait la moindre intentionnalité pour les élus locaux, sur les marchés, etc., sans qu'il y ait la moindre intention, le moindre enrichissement personnel. Tout ça participe quand même du contexte sur lequel on parlait tout à l'heure. Franchement, où être élu aujourd'hui, c'est être considéré quand même comme en dessous de tout. Juste faire un commentaire là-dessus, parce que ce que vous appelez, ce que vous dénoncez, c'est effectivement la pénalisation de manière excessive. Certainement, et là je suis d'accord avec vous, d'un certain nombre de pratiques et de modes d'action. Mais pardon, ça ne concerne pas que les élus. Aujourd'hui, quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous êtes dans tous les univers où vous exercez une activité professionnelle, le risque de sanctions pénales, sans possibilité de vous arranger autrement que par le passage par la case du juge, elle concerne tout le monde. Alors les élus sont plus exposés parce qu'on va davantage les chercher. Non, pardon, je veux dire la pénalisation. Je vais vous reprendre un exemple. Quand ils ont effectivement, à un moment donné, décidé d'un dispositif, et Bercy, c'était sur j'ai perdu l'idée, c'était sur vous dites il y a les chefs d'entreprise qui sont... Non, c'était sur le prélèvement à la source. Eh bien, sur le prélèvement à la source, Bercy avait exigé que s'il y avait fuite d'informations dans l'entreprise, il y ait sanction pénale du chef d'entreprise. Parce que tout d'un coup, la DRH aurait laissé fuiter une information. Bon, ça a été négocié, ils l'ont lâché. Mais par principe, on veut tout pénaliser. Donc il faut malheureusement pas s'étonner qu'on en soit, hélas, ici.
Vous avez raison, je ne défends d'ailleurs pas que les élus, mais je pourrais citer des tas d'exemples. Je pourrais donner un seul exemple d'un élu qui signe un marché qui est publié au-delà de 90 000 €, qui n'est pas publié au bulletin officiel des marchés publics. Il n'y a aucune volonté d'enrichissement, aucune intentionnalité. C'est une signature d'un parapheur parmi tant d'autres. Et il se retrouve en garde à vue, traité comme un délinquant de droit commun et condamné. Et honnêtement, on se plaint de la crise des vocations des élus aussi. C'est quand même un vrai sujet. Et quand vous avez un policier ou un gendarme qui fait usage de son arme dans le cadre de son service, la première chose qu'on fait, on le met en prison. Voilà. Non mais c'est un sentiment quand même. On parlait de l'impuissance de l'État, on parlait de Marseille tout à l'heure. On pourrait dire que l'indignation peut plus suffire, qu'il faut des peines exemplaires, mais il y a quand même un sentiment un peu de disproportion. Je suis d'accord à 100%. Ouais, et vous disiez, Christian, que c'était effectif, que c'était pas suspensif le bracelet électronique. Non, c'est Alexandre qui disait ça. Oui, mais s'il va en cassation, de toute façon, c'est exécutoire. Oui, le jugement d'appel est exécutoire. De toute façon, la Cour de cassation, même s'il y a décision, elle ne suspend pas le recours en Cour de cassation, elle ne suspend pas la peine. Et la Cour de casse renverra éventuellement pour un nouveau procès. Elle pourra éventuellement invalider sur vice de forme, vice technique, sur problème de qualité du dossier. Et elle sur le fond. Elle renverra à nouveau pour un dossier en appel. Voilà. Et donc, juste une précision sur les suspects qui ont été arrêtés, interpellés hier dans le cadre de l'agression du petit-neveu de Brigitte et Emmanuel Macron. Ils sont âgés entre 16 et 35 ans. Ouais. 16 et 35 ans. Oui, puis ils sont mis à 7 ou 8 contre 1, quoi. Oui, c'est une lâcheté en plus. C'est une meute, c'est effrayant. Absolument. Et les foules, l'oclocratie. Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation après sa condamnation en appel. Effectivement, il ira jusqu'au bout, jusqu'à la Cour européenne, j'imagine, des droits de l'homme, etc. Merci à tous les quatre. On se retrouve dans un instant pour l'émission Média.